Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 80 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Nadia Sarkaftik. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors Nadia, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Reims Champagne-Ardenne depuis 2015. Vous avez fait une thèse qui a été publiée aux éditions de la Casa de Velasquez en 2016 qui a porté sur les politiques de propagande dans les expositions coloniales des régimes fascistes en Italie et salazaristes au Portugal. Le titre c'est Des empires en carton, les expositions coloniales au Portugal et en Italie entre 1918 et 1940. Vos travaux portent depuis sur les images et les imaginaires coloniaux et post-coloniaux des anciennes puissances européennes, donc la France, le Portugal, la Belgique et la Grande-Bretagne. Et vous travaillez beaucoup sur la photographie notamment et sur les constitutions de collections pour les musées. Et puis, on peut vous retrouver tous les mois dans Libération pour une chronique historique mensuelle. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de vous recevoir parce qu'on va évoquer un espace et un pays que l'on n'a pas encore évoqué dans Histoire en série, c'est le Portugal. Nadia, c'est une de vos spécialités et je vous remercie aujourd'hui de venir à notre micro pour présenter une série qui est passée sur Arte qui s'intitule Le Domaine. Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous faire le pitch de la série, Nadia ? Oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation et effectivement de cette occasion qui m'est donnée de parler de l'histoire de ce pays, on va dire à la fois si loin et si proche de nos préoccupations, qui est donc le Portugal. Donc cette série qui s'appelle Le Domaine, à Herdade en portugais, elle est passée sur Arte au printemps dernier. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'en fait, c'est un film qui était fait pour le cinéma, un très long film, très lent, voilà, assez contemplatif, et qui a donc été coupé, presque un peu saucissonné, pour entrer donc dans un format sériel. Qui a donc été proposé par Arte en mai ou juin dernier. Alors le pitch, il est assez simple. C'est une narration qui tient sur un fil assez sobre, mais qui en réalité peut se déployer quand on s'intéresse un peu à l'histoire et à la société du Portugal. On suit en fait le destin d'un personnage qui s'appelle João Fernandes et qui est donc le maître d'un domaine, d'un très très grand domaine du Portugal rural, de la campagne portugaise, un domaine latifondiaire de 14 000 hectares, on l'apprend à un moment dans la série, donc un des plus grands latifondia d'Europe. Et donc on suit son histoire de son enfance avec une toute petite scène qui se passe dans les années 1940 sur laquelle on pourra revenir parce que c'est une scène inaugurale très dure, très forte. Et puis ensuite, à partir des années 1970 jusqu'aux années 90, l'histoire tout à fait dramatique et amère de cet homme qui essaye, qui a une seule obsession, c'est de garder son domaine, l'intégrité de son domaine dans un Portugal qui évidemment, depuis la veille de la révolution des œillets, donc l'essentiel de l'action commence en 1973, à quelques mois de la révolution d'avril, jusqu'au début des années 90, donc dans un Portugal qui subit évidemment des transformations de société, d'économie, de vie politique, tout à fait considérables. Et on voit donc ce domaine se faire justement l'écho de toutes ces crispations
qui traverse la société portugaise à travers donc ce personnage principal qui est absolument à la fois terrorisant et fascinant, qui mène toute sa famille et tout son domaine d'une main de maître, et j'ai envie de dire un peu comme un dictateur. Et donc je pense qu'évidemment la mémoire de la dictature de Salazar est bien entendu au cœur du devenir de ce domaine qui, je pense, est, comme on peut s'en douter, une sorte de métaphore du Portugal contemporain, que l'on voit donc à travers ce que j'appellerais une sorte de huis clos de 14 000 hectares. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rapport à l'espace que je trouve très intéressant, et qui réfléchit justement sur ce que c'est qu'être un grand pays, ce que c'est qu'être un petit pays. Ce sont des problèmes politiques et culturels, et je dirais presque anthropologiques, qui travaillent vraiment le Portugal d'aujourd'hui et bien entendu celui d'hier, autour évidemment de la perte des colonies, qui est aussi un des éclairages possibles lorsqu'on s'intéresse à cette série. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un domaine, c'est l'histoire de relations familiales et de relations sociales extrêmement dures, extrêmement brutales, qu'on voit donc se déployer sur environ 3 décennies. Et c'est un constat au final assez amer en fait de l'histoire du Portugal, et de l'histoire évidemment du personnage principal de João, qui devient totalement toxique en fait au fil des épisodes, et qui finit dans une solitude extrêmement douloureuse, extrêmement violente, avec, pour refermer la boucle, une dernière scène finale qui, elle aussi, est d'une très grande brutalité, avec, je vais spoiler un peu, mais avec la mise à mort du cheval, de l'étalon, qui est là aussi symboliquement celui, on en reparlera, de la virilité, de l'identité masculine du personnage. Justement, Nadia, peut-être avant d'aller plus en détail dans les différentes thématiques de cette mini-série très riche pour connaître l'histoire du Portugal des années 70 aux années 90, est-ce que vous pourriez plus en détail revenir sur les grands personnages qui sont au cœur de cette intrigue ? Oui, bien sûr. Alors, ils sont pas très nombreux, puisque voilà, on est dans cette sorte de huis clos, dans cet espace très vaste et très peu peuplé. Et je pense que le vide est évidemment très, très important. Mais il y a quand même évidemment des personnages, il y a des dialogues extrêmement forts, extrêmement écrits. Donc, autour de ce personnage de João Fernandes, il y a tout d'abord son épouse, Léonore, qui est un personnage très, très, très riche, très, très complexe, très malheureux, à vrai dire aussi, mais enfin personne n'a l'air très heureux sur ce domaine. Donc Léonore, c'est la fille d'un grand général du régime, et c'est évidemment un élément très important qui permet de situer politiquement la famille Fernandes dans la fin du régime de Salazar, puisqu'il fait des choix politiques. Il a un certain sens justement de la politique, et lorsqu'il a épousé Léonore, évidemment, c'était d'un certain intérêt pour lui de faire alliance avec cette famille puissante et militaire. Et puis les années passant, il commence à prendre ses distances. Le problème, c'est que la distance qu'il prend avec sa belle famille, en réalité, va avoir un impact direct sur sa relation de couple, qui devient extrêmement difficile. Un troisième personnage important, d'ailleurs un troisième et un quatrième personnage, ce sont les 2 enfants qui naissent de ce mariage très malheureux. Le fils aîné qui s'appelle Miguel, et la fille Teresa, sur lesquels je reviendrai peut-être un peu plus en détail. Donc Miguel et Teresa, les 2 enfants.
Un autre couple qui fait un peu miroir du couple de maîtres que sont Juin et Léonore, c'est le régisseur du domaine, l'intendant, qui est le second de Juin, qui donc gère le domaine, gère les travailleurs, l'organisation, le calendrier d'une vie rurale un peu éternelle, si on veut. Donc, il s'appelle Joachim. Et l'épouse de Joachim, qui s'appelle Rosa, et qui va évidemment avoir un rôle très, très important dans l'histoire familiale, puisque elle n'est pas seulement la nourrice, la nounou des deux enfants du couple, Miguel et Teresa. Elle va aussi subir les assauts sexuels de son patron, j'ai envie de dire, de son maître, tellement parfois on a l'impression d'être au 19e, voire avant, voire des périodes précédentes, dans les relations de classe et de genre. Et donc, elle va avoir un fils illégitime, en fait, de son patron. Donc, ce fils va s'appeler Antonio, et lui aussi est appelé, dans ce drame familial, à jouer un rôle très important. Il y a un dernier personnage parmi les plus essentiels, qui joue lui aussi un rôle politique important dans la narration, mais pas seulement politique, un peu dans le fonctionnement familial, dans les solidarités masculines aussi qui se jouent. C'est le mécanicien du domaine qui a évidemment d'abord un rôle, on va dire, logistique essentiel. Il répare les tracteurs, il répare les voitures, il répare les machines. Il est au cœur du fonctionnement économique du domaine. Et c'est sans doute un des personnages, en tout cas de mon point de vue, les plus attachants. Il est traversé par toutes sortes d'ambiguïtés parce que il est communiste. C'est un opposant au régime, ce qui évidemment, durant la première moitié des années 70, est extrêmement dangereux et totalement interdit et fait l'objet d'une répression extrêmement sévère, extrêmement brutale de la part du régime. Mais en même temps, on voit bien qu'à la fin du régime, cette expression, en réalité, elle est possible. Et elle est possible justement parce qu'il a une relation de proximité, pas d'amitié, c'est impossible d'utiliser ce terme-là, mais quelque chose de l'ordre d'une complicité avec Juin, qui va lui sauver la mise, et puis ensuite c'est lui qui va sauver la mise à Juin. Donc il y a une connexion assez troublante entre ce communiste et ce grand patron et ce grand propriétaire rural que tout oppose. Et en réalité, les ambivalences, on va dire, des relations, des relations humaines font que il y a ce lien assez fort, un peu touchant parfois, entre donc ce mécanicien qui s'appelle Lionel, pour finir de donner tous les prénoms, et Juin. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nadia? Dernière question sur la présentation de la série autour de l'esthétique de celle-ci, qui est quasi cinématographique, vous l'avez dit, parce que c'est une série qui au départ n'était pas prévue pour être une série. C'est un très long film de 3 heures qui a été, vous l'avez dit, découpé en 3 pour les besoins de la télé, notamment pour Arte. Alors au niveau de l'esthétique, de l'image notamment, on a une très très belle image. On découvre des très belles scènes du Portugal rural. Ça c'est très intéressant. Et puis aussi, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'excellente bande son que l'on retrouve dans la série? Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur les partis pris esthétiques du réalisateur qui s'appelle Tiago Guedes. Et c'est donc un film effectivement très travaillé au niveau de l'image et du son. Donc c'est un film, donc c'est ça qui rend peut-être la dimension sérielle un peu difficile à saisir. On va pas se mentir, c'est un calibrage. D'abord, c'est une mini-série, ce ne sont que trois épisodes, et donc effectivement, il y a un travail d'image et de son tout à fait considérable à mettre évidemment à l'actif du réalisateur et de toute l'équipe du film
qui a effectivement produit un très bel objet cinématographique qui du coup, parfois, là aussi, soyons honnêtes, a du mal à rentrer dans le cadre de ce qu'on attend d'une série, même si je pense que c'était quand même très, très salutaire de donner ce format et de rendre accessible effectivement ce film coupé en trois au public français, parce que bon, voilà, il y a des liens culturels qui sont forts avec le Portugal, il y a des liens migratoires évidemment qui rendent le sujet intéressant, et puis parce que, comme vous le disiez en introduction, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas souvent. Et puis aussi ce parti pris justement de ne pas raconter cette histoire depuis Lisbonne, voilà, depuis la capitale, voilà, qu'on connaît bien, qui est devenue en plus depuis évidemment une grande destination touristique. Le Portugal alors bon, maintenant c'est un peu la crise partout, mais le Portugal a été dans les années 2000-2010 une grande destination d'expatriation. C'est le paradis des retraités français pour toutes sortes de raisons, notamment fiscales. Donc bon, Lisbonne est devenue une sorte de capitale Airbnb qui l'a en grande partie beaucoup transformé. Et donc là, effectivement, vous avez raison de souligner que c'est un très beau choix d'aller filmer ces paysages, voilà, cette immensité en fait de l'espace rural portugais, qui évidemment a une densité démographique très, très faible, et qui renvoie, je pense, aussi à des clins d'œil de la part du réalisateur, qui est très inspiré, il le dit dans un certain nombre d'interviews, voilà, des westerns, de l'esthétique de Sergio Leone. Il a des inspirations voilà, un peu hollywoodiennes aussi. Il cite par exemple le personnage de Robert Mitchum, de Celui par qui le scandale arrive, qui a beaucoup inspiré le personnage de João Fernandes. Donc effectivement, c'est d'abord du cinéma, en fait. C'est d'abord du cinéma, ce qui n'enlève pas évidemment l'intérêt, encore une fois, de l'avoir coupé en trois pour susciter l'intérêt des téléspectateurs français. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et puis voilà, ça nous sort de Lisbonne, ça nous sort de l'imaginaire, voilà, de la révolution des œillets, d'une forme de romantisme aussi qu'on a de cette révolution qui a été beaucoup, on va dire, facilitée par le film de Maria de Medeiros du début des années 2000, Capitaine d'Avril, qui par ailleurs est un très bon et beau film qu'on peut critiquer, voilà, du point de vue de certains éléments de véracité du déroulement de la Révolution, mais qui n'en reste pas moins très, très riche et très intéressant. Et donc là, il y a un pendant rural qui est très, très intéressant. Pour ce qui concerne la bande-son, elle est très intéressante parce que les choix sonores, là aussi, du réalisateur sont des partis pris qui sont assez forts. Notamment parce que en réalité la musique est très rare. On entend énormément le vent souffler dans ces espaces un peu vides, ces collines, ces champs, émaillés de magnifiques arbres, des chênes absolument superbes, qui là aussi, je pense, jouent quasiment le rôle de personnage, notamment du fait d'une scène inaugurale où on voit un frère pendu, le frère aîné de João pendu, qui donc se suicide au début de la série, et en fait l'image est à la fois terrible et extrêmement belle. Et donc je reviens au son, donc vous avez le vent qui marque un peu une sorte de vide du paysage, et puis une bande son de violon extrêmement dissonante, qui fait totalement écho, on va dire, justement aux dysfonctionnements familiaux de l'entourage de João Fernandes. Et donc voilà, très peu de musique,
une autre scène, une scène de fête, de gala, avec un orchestre qui joue des classiques de la chanson française, notamment, ce qui montre effectivement les liens culturels de la période, qui est assez émouvante. Mais c'est à peu près tout sur le plan musical. Par rapport à la famille, vous avez commencé à évoquer certains dysfonctionnements. Je pense que vous avez raison, c'est au cœur de cette intrigue-là. C'est aussi l'occasion maintenant peut-être d'évoquer dans la série ce qu'est le patriarcat. Vous l'avez dit, hein, ce Joao qui est le chef de la latifundia, qui a sous ses ordres beaucoup d'ouvriers, qui dirige sa famille d'une main de maître. Qu'est-ce qu'on peut dire et est-ce que effectivement c'est représentatif d'une certaine catégorie sociale de ce Portugal rural des années 70? Alors évidemment, les rapports hommes-femmes, la construction d'une masculinité, qui va s'incarner dans tous les stéréotypes de ce que c'est qu'être un homme, est au cœur non seulement de la série, mais aussi du fonctionnement de la société portugaise, a fortiori pendant les années Salazar, mais aussi dans la période qui suit. Donc effectivement, João contrôle, a un désir de toute puissance, de contrôle, qui évidemment concerne à la fois ses employés et ses proches, puisque tout en réalité doit fonctionner pour son bon vouloir, pour son désir. Il y a une scène qui est plutôt à la fin de la série entre Léonore et lui, notamment lorsque Léonore lui annonce qu'elle veut divorcer, dans une des toutes dernières scènes où elle lui dit ton domaine c'est ton royaume. Voilà. Elle termine sur cette idée et tout doit obéir à João. Donc évidemment cette volonté de puissance, elle travaille le personnage principal et elle rend toutes ses relations absolument toxiques en fait. Il n'est capable il ne peut s'attacher à personne. Et donc il a cette vision d'une autorité absolument verticale, qui est évidemment à l'image de celle du régime de Salazar, le chef, très inspiré par ailleurs évidemment pour les années 30 du fascisme italien, du nazisme allemand. Et donc là évidemment il y a une mise en miroir. Et on comprend très vite en fait, dès cette première scène que j'ai déjà commencé à évoquer, qui je pense est évidemment fondamentale, elle est comme toute première scène inaugurale pour comprendre la suite de la série. Son père l'oblige donc à sortir de la voiture face à ce chêne où on voit le corps pendu du fils aîné, de l'héritier légitime, parce que la dimension de transmission, d'héritage, elle est très importante. Et donc ce père oblige João, qui doit avoir 8 ou 10 ans à ce moment-là, en 1946, à regarder le cadavre pendu de son fils, sans le moindre geste de compassion, d'amour paternel. Et il lui dit, avec des mots extrêmement violents, sur un ton extrêmement tranchant, voilà, rien n'est acquis, et quand les choses disparaissent, elles disparaissent. Donc voilà un peu comment les choses commencent. Et on comprend très vite que João est un enfant, a été un enfant qui n'a pas reçu l'amour de son père, mais qui a par contre reçu le domaine alors qu'il ne devait pas être l'héritier. Et cette question du fils aîné qui n'est pas à la hauteur des attentes du père, eh bien, on va la retrouver dans la relation de João avec son fils Miguel, dans une configuration un peu différente. Et donc, la recherche, et João va être habité par la recherche d'un héritier qui soit à la hauteur de son domaine. Or, personne n'est à la hauteur de son domaine. Et donc cette obsession, elle traverse la vie de João, à la fois comme père, comme mari et comme maître. Et donc, on voit à quel point il s'isole
en permanence et il maltraite, exactement comme son père l'a maltraité, voilà, toute personne qui se rapproche de lui, donc sa femme, son fils Miguel, qui est dès le début, en fait, on voit que la relation père-fils est totalement mal embarqué, j'ai envie de dire, mal emboîté. Miguel est un enfant qui pleure tout le temps, qui est tout le temps malade, qui physiquement ne correspond pas à cet idéal de virilité, de masculinité que Juan souhaite voir à travers son fils. Miguel a peur de son père. Il ne le regarde jamais en face. Enfin, il y a vraiment des scènes lorsqu'il a 4-5 ans qui sont vraiment difficiles à regarder. Et puis, il y a cette scène où Juan met son fils Miguel sur un cheval, puisque l'équitation et la pratique de l'élevage d'abord des chevaux et puis le fait de monter à cheval est aussi au cœur de l'identité sociale et de genre de Juan. Et Miguel n'arrive pas à monter à cheval, il se tient mal, il est courbé, et ça met son père Juan dans une colère totalement irrationnelle. Donc il y a vraiment, dans cette relation père-fils des attentes en fait du père qui sont extrêmement déçues, avec donc cette déception qui va être au cœur de sa relation avec son fils Miguel, qui va finir par grandir, et qui lorsqu'il devient adulte au début des années 90, est devenu le pauvre, une sorte de déchet, totalement dépendant du cannabis, donc totalement soumis à l'alcool et à la drogue, qu'on envoie régulièrement en clinique, et qui est en rupture et en rébellion totale vis-à-vis de son père. Il ne cache plus son aversion, et il y a là encore des scènes de dialogue d'une très grande brutalité entre le père et le fils. Or, ce qui va faire un peu pendant à tout ça, c'est donc ce fils illégitime, Antonio, qui va naître effectivement des relations sexuelles qui sont des relations totalement contraintes entre Juan et donc ce personnage de Rosa dont je parlais tout à l'heure, qui s'occupe des enfants et qui en réalité assure aussi les besoins sexuels de Juan dans une relation ancillaire extrêmement, qui renvoie au 19e siècle et qui montre effectivement un rapport au temps et à la modernité dont on reparlera peut-être, qui évidemment est extrêmement problématique. Et donc ce fils Antonio qui naît des amours ancillaires entre Juan et Rosa, et bien justement lui va incarner cet idéal masculin dont Juan rêvait pour son fils Miguel. Antonio est beau, il est vif, il est intelligent, il monte parfaitement bien à cheval, il dégage de l'autorité, du charisme, et puis alors évidemment pour l'intrigue familiale, ça va avoir une dimension dramatique essentielle, il va séduire Teresa, la jeune fille de la famille. Et donc c'est lui l'héritier d'une certaine manière, mais il n'est pas légitime, le secret est bien gardé et finit par exploser à la fin du dernier épisode, mais c'est lui le vrai fils, et c'est celui, j'ai envie de dire, par qui le scandale arrive finalement à la fin du dernier épisode, avec cet amour incestueux entre donc Antonio et Teresa, la fille cadette de Juan et Léonore. Le dernier petit point que je vais évoquer sur cette affaire de cette quête, on va dire, désespérée
de Juan pour un héritier. C'est une scène là aussi assez pénible, assez douloureuse, où en pleine révolution des œillets, donc le 25 avril 1974, c'est extrêmement facile à dater, Juan Juan est collé à sa télévision, assiste aux événements de Lisbonne. Donc là, on voit, c'est assez amusant, à travers le petit écran du salon, des images d'archives de la révolution des capitaines à Lisbonne. Et Léonore, au même moment, est en train de faire une fausse couche. Elle est en train de perdre son bébé et le cœur de pierre de Juan n'est absolument pas sensible à ce qui est en train de se passer, il ne réalise pas en fait ce qui est en train de se dérouler, il regarde la télévision, sa femme est en train de souffrir le martyre et donc de perdre son bébé à quelques semaines en fait de l'accouchement. Et lorsqu'il finit par apprendre cette fausse couche, qui a vraiment eu lieu dans la scène, dans la pièce juste à côté, la seule question qu'il pose au médecin, c'est de savoir si c'était un garçon. Rien d'autre ne l'intéresse. Or, c'était un garçon, et ça vient rajouter à l'amertume et au ressentiment de ce personnage dont vous avez compris, auquel il est assez difficile de s'attacher. Et les femmes dans tout ça, Nadia, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous avez bien présenté effectivement ce patriarcat dans ces grandes familles rurales où tout se passe à travers le père et la transmission par les fils. Mais les femmes, vous avez commencé à évoquer bien sûr Léonore, mais aussi Rosa, et puis Teresa un petit peu qui est le pendant de Miguel, mais tout ce que Joao voudrait pour Miguel, en fait, c'est Teresa qui l'a. Alors, comment on peut voir tout cela à travers le prisme du genre, Nadia? Alors effectivement, bon, il y a trois personnages féminins d'importance. Donc voilà, Léonore, dont j'ai déjà parlé, qui était évidemment une épouse très malheureuse, qui d'abord est une. Je reviens un tout petit peu sur Léonore et après je rebondirai sur Teresa. C'est une urbaine. Elle a grandi on suppose qu'elle a grandi, on n'en sait pas grand-chose, mais on peut imaginer un petit peu son parcours de fille de général dans les villes, dans les très bons établissements catholiques de la capitale. Peut-être a-t-elle suivi son père dans les colonies, mais elle a grandi évidemment dans la haute société portugaise. Et puis on le voit que c'est une urbaine. À sa façon de s'habiller, à sa manière d'être tout le temps enfermée dans la maison, à ne pas sortir à l'extérieur. Alors, c'est évidemment aussi un biais de genre, mais on sent qu'en fait, dès que ça ne va pas, elle prend la voiture et elle demande au chauffeur à aller soit à Lisbonne, soit à Cascais, qui est donc une des stations balnéaires proches de Lisbonne, où la bonne société se retrouve au bord de l'océan. Et donc, effectivement, c'est une urbaine qui est malheureuse, j'allais dire, comme une pierre dans ce domaine où elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de connexion. Son seul lien avec l'extérieur, c'est un mari dont vous avez compris, la froideur est extrêmement invalidante sur le plan des relations. Donc évidemment, Léonore est un personnage dont on voit effectivement avec les années l'amertume et la frustration se figer. Et puis effectivement, il y a Teresa, qui est peut-être, on va dire, la petite source lumineuse de ce film et de cette série qui sont très sombres sur les relations humaines et qui effectivement incarne peut-être, si on a envie d'être un peu optimiste, à la fin de la série, du dernier épisode, incarne peut-être un avenir, alors féminin,
voire féministe, mais peut-être que je surinterprète un peu, à ce Portugal, qui effectivement, au début des années 90, connaît un peu, mais là aussi on y reviendra sans doute, les désillusions de la construction européenne. Mais en tout cas, Teresa, voilà, c'est un personnage qui n'apparaît que dans le dernier épisode, lumineux, indépendant, excellente cavalière, et vous avez compris à quel point cet aspect est un peu discriminant pour classer les personnages aux yeux de João. Elle est innocente, elle est rebelle, elle tient tête à son père. Pas tout le temps, mais en tout cas sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet qui la résume dans cette famille, à savoir son histoire d'amour avec Antonio. Pour elle, et avec lequel elle a grandi. Donc il y a de toute façon un rapport de fraternité et de sororité entre les deux personnages, mais qui, à leurs yeux, à tous les deux, est une sororité, une fraternité symbolique. En réalité, elle n'est pas que symbolique, elle est biologique, puisque Antonio n'est pas le fils de Joaquim. Et donc, elle est amoureuse, et donc elle tient tête à son père, elle veut finir par connaître la vérité, elle finit par apprendre la vérité, ce qui la dévaste évidemment, mais elle a cette énergie vitale, amoureuse, un peu sexuelle évidemment aussi, qui apporte un peu d'optimisme, un peu de chaleur et d'humanité dans ces relations qui sont extrêmement froides, extrêmement brutales tout au long des 3 épisodes. Regarder le domaine, c'est aussi se rendre compte de la prégnance de certaines institutions dans le Portugal des années 70 et quasiment même jusqu'à aujourd'hui, mais surtout 70, comme ça serait le cas pour l'Espagne franquiste de la même époque. Je pensais notamment, Nadia, vous allez me dire, quelle est la place de l'Église dans la société portugaise? Est-ce que, comme on peut la voir dans la série, c'est là aussi réaliste par rapport à nous, en France, société sécularisée depuis plus longtemps? Alors, la question du catholicisme, elle est traitée par petites touches, en fait, dans la série. Elle n'est pas centrale, mais on comprend quand même comment elle structure en réalité les relations sociales, les relations familiales. Et donc, il y a un certain nombre de scènes qui, effectivement, mettent en action des hommes d'église. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire le premier quart d'heure à peu près du premier épisode, le personnage du curé du domaine, qui s'appelle le père Heitor, qui n'est pas un prénom commun, Heitor. Le père Heitor mange tous les dimanches à la table du maître. Donc là, on a un certain nombre d'éléments, on va dire, de très traditionnels sur la place de l'Église, sur aussi l'alliance de l'Église avec, en l'occurrence, les puissants de ce monde, et puis l'alliance de l'Église d'une manière générale avec le régime de Salazar, puisque Salazar s'est appuyé sur des institutions comme Franco, sur des institutions traditionnelles du Portugal, et bien entendu le catholicisme, la hiérarchie catholique a fait alliance avec ce régime. Alors, pour être tout à fait honnête sur le sujet, non sans crispation, ça ne veut pas dire que les choses étaient parfaitement fluides, mais en réalité l'Église catholique a beaucoup soutenu le régime de Salazar. Et d'ailleurs, dans cette première scène, le père Heitor évoque la figure de Salazar, puisqu'on est en 1973, et je rappelle pour mémoire que Salazar est mort en 1970. Donc il n'était plus au pouvoir au moment de la révolution des œillets, il a dû quitter le pouvoir en 1968 pour des raisons de santé, il n'était plus en capacité de diriger le pays, et donc 2 ans plus tard, en 1970, il meurt.
Et Heitor, lorsqu'il évoque le personnage, la figure de Salazar, rêve d'une béatification de Salazar. Donc, vous voyez bien le rôle de l'Église lorsqu'on demande à ce point de mettre en valeur, de mettre en avant Salazar comme un saint, puisque la propagande a beaucoup joué, on va dire, sur la sainteté de Salazar, qui était qui avait une vie très rangée, très austère, qui était, on l'a beaucoup comparé à un moine, par exemple. Donc, il y avait cette sobriété de la figure de Salazar qui est évoquée par Heitor. Et c'est un peu comique en réalité, parce qu'il n'y a pas grand-chose de comique dans la série, mais le personnage d'Heitor est quand même une sorte de caricature, parce que lui, il n'est pas justement très sobre et très austère, notamment... il aime bien le vin du domaine, il se fait servir très, très généreusement des belles assiettes, des belles plâtrées de cette nourriture un peu roborative que la cuisinière du domaine propose au maître. Et donc, on a un peu la caricature du curé, ventripotent, qui aime la bonne chair, et qui profite bien en réalité de sa situation de curé de la paroisse du domaine. Après, les autres scènes où l'élément religieux apparaît, ce sont des scènes plutôt de cérémonies religieuses. Il y a un baptême, par exemple, qui est intéressant à analyser sur le plan scénique, parce que c'est le baptême d'Antonio, donc le fils illégitime, et donc dans la plus pure tradition justement des grands domaines, et puis un peu hérité d'un âge féodal, on va dire, puisque la féodalité n'est pas très loin dans l'organisation du domaine. C'est Juan qui est le parrain d'Antonio. Donc évidemment, tout ça est particulièrement ironique, puisqu'en réalité, il n'est pas son parrain, il est son père biologique. Et donc, il est le parrain d'Antonio, et on voit donc cette scène de baptême, là aussi assez sobre, avec tout un jeu de regard en réalité entre les personnages, puisque tout le monde sait le secret. La femme trompée, l'employé forcé, pour ne pas dire violé, par son patron, et puis le régisseur Joachim, qui est un personnage taiseux, mystérieux, qui fait semblant en fait de ne pas savoir, mais qui sait et qui sombre totalement par ailleurs dans l'alcool. Et donc vous avez cette scène de baptême. Et puis, justement, une dernière scène religieuse, c'est la veillée d'un corps. C'est celle de Joachim, justement, dont j'ai pas beaucoup parlé, mais qui est à la fois très discret et très important dans le schéma narratif. Joachim qui donc meurt accidentellement, et je mettrais des guillemets s'il fallait l'écrire, d'un accident mécanique, avec une machine agricole. Pas de témoin à ce décès, donc une mort très violente, très sanglante, et sur laquelle évidemment pèse le soupçon du suicide, qui, on parle de religion, est évidemment extrêmement mal vu et condamné. Or, des suicides, il y en a au moins un, c'est celui du frère, et probablement deux, puisque Joachim s'est probablement donné la mort, ou en tout cas n'avait plus très envie de vivre. Et donc là aussi, une scène de veillée du corps de Joachim, où là aussi, les regards, les silences, les ellipses en disent beaucoup plus long, qu'un long discours ou qu'un long dialogue.
évoquer avec vous, Nadia, cette série, cette mini-série diffusée sur Arte, Le Domaine, c'est aussi peut-être revenir pour nos auditeurs sur ce qu'a été le Portugal de Salazar. Qu'est-ce que c'était? On le voit un tout petit peu, vous l'avez dit, avec ce régime finissant au tout début de la mini-série. Mais est-ce que vous pourriez nous représenter tous ces cadres historiques sur ce Portugal-là, salazariste, et puis arriver à la révolution des œillets et voir ce qui a découlé de cette révolution-là pour arriver au Portugal plus démocratique d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors effectivement, la série commence en 1973. Donc on est vraiment voilà, dans ce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, on peut considérer comme une forme d'agonie du régime. Le régime de Salazar en 1973 est effectivement confronté à toute une série de difficultés qui découlent principalement d'une situation qui est ponctuellement évoquée dans la série, qui est la situation coloniale du Portugal de Salazar. Salazar, dès les années 30, en fait, si on remonte un petit peu, a scellé le destin du régime qui s'appelait l'Estado Novo, donc à partir de 1933. Il a scellé le destin de son régime à l'existence de l'empire colonial, et notamment en Afrique, puisque le Portugal a colonisé pour sa période contemporaine, donc il a perdu le Brésil depuis le 19e siècle, mais il est présent en Afrique, donc pour mémoire, en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, dans l'archipel de São Tomé et Príncipe, et en Guinée portugaise, actuelle Guinée-Bissau. Et donc en 1973, le Portugal est en guerre sur plusieurs fronts africains depuis 1961. Donc des guerres africaines, des guerres coloniales qui sont épuisantes pour un pays qui n'a pas des ressources à la fois démographiques et financières infinies. Donc il y a des comparaisons tout à fait passionnantes à faire avec la France et ces guerres de décolonisation, Indochine et puis surtout Algérie, même si la période est différente. Et donc tout ça est tout à fait épuisant pour un pays comme le Portugal, et explique évidemment la lassitude évidemment de la société portugaise, les phénomènes migratoires qui vident en partie le Portugal de ses forces vives, et puis les finances aussi, parce qu'évidemment des guerres lointaines, des guerres technologiques comme celles des années 60 et 70 sont extrêmement coûteuses. Donc effectivement un régime qui arrive sur la trame de ce qu'il a mis en place, et qui effectivement a aussi beaucoup de mal à survivre à la mort du chef, puisque Salazar est mort, il incarnait énormément son régime, et les années finales, justement, voient le régime effectivement péricliter de manière assez accélérée. Il y a une scène de la série, au tout début, la première scène en fait de 1973, donc celle qui suit la scène de l'enfance de João, où on voit effectivement deux figures du régime, donc le ministre de l'Intérieur et son chef de cabinet, arriver en voiture dans le domaine pour demander à João son appui politique. Et de manière très symbolique, la voiture sur les routes évidemment non goudronnées du domaine. Il faut voir ce que c'est que l'équipement aussi du Portugal dans les années 70. Là aussi, il y aurait des choses à dire. Donc sur cette route non goudronnée du domaine de João Fernandes, à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres de l'arrivée dans la maison du maître, la voiture s'embourbe. Le chauffeur n'arrive pas à sortir la voiture du chemin, et voilà, comment dire, la symbolique, comme beaucoup de scènes de la série, on va dire, n'est pas d'une très grande subtilité, ça fonctionne tout seul d'une certaine manière, mais on voit bien qu'en réalité c'est le régime qui est embourbé. Le régime est embourbé justement dans ce front africain, sur ce triple front en réalité, et voilà, et il ne pourra pas en sortir indemne.
Et donc vous avez ces personnages, ce ministre de l'Intérieur qui vient donc solliciter l'appui de Juan. Et c'est intéressant parce que Juan, qui ne pense qu'à son domaine, qui ne pense qu'à l'intérêt de sa propriété, a un certain instinct politique. Et autant il a épousé Léonore dans une forme d'alliance tout à fait rationnelle pour se rapprocher du régime lorsque ça lui était utile, autant en 1973-74, il a bien compris qu'il ne fallait plus trop s'exposer avec ce régime. Et donc il va énormément se faire prier pour apporter un soutien, on va dire, important. Or, le régime a besoin du soutien d'un homme puissant comme João Fernandes. Et João Fernandes va finir par céder. Mais en réalité, il ne va céder que parce que son mécanicien, Léonel, communiste, dont j'ai parlé tout à l'heure, est arrêté par une autre institution fondamentale du régime de Salazar, c'est sa police politique, la PIDE, P-I-D-E, police internationale et de vigilance, pas de vigilance, pardon, et de défense de l'État. Vigilance, c'était le terme ancien, et de défense de l'État. Et donc cette police politique, qui est une police politique comme on en a connu d'autres, qui pratique donc l'enlèvement, la délation, l'emprisonnement arbitraire, la torture. Elle va donc garder dans ses murs, à Lisbonne, le personnage de Léonel. Et Juan, voilà, qui a besoin de Lionel. Il en a besoin d'abord parce que c'est un excellent mécanicien, et donc on est toujours dans cette obsession pour que le domaine fonctionne, mais aussi parce qu'il a une forme d'attachement plus humaine à ce personnage. Et donc il va aller dans les locaux de la PIDE, et il va s'humilier, et c'est vraiment la seule fois où on va le voir effectivement faire une concession, en disant « D'accord, je vais vous apporter mon soutien politique, mais vous me rendez mon mécanicien. » Et donc là aussi, c'est une scène qui est assez forte, parce qu'on voit à la fois le mépris affiché de Juan pour ces hommes de la répression, pour vraiment cette police violente, brutale, arbitraire, mais aussi bureaucratique, que sont donc ces différents inspecteurs. Et en même temps, eh bien, il fait ce compromis rationnel en accordant du bout des lèvres son soutien au régime de Salazar, qui effectivement est en train de couler, est en train de prendre l'eau. Et puis arrive la révolution des œillets, et en préparant, Nadia, cette émission, vous avez évoqué une citation d'un film de Visconti, Le Guépard. Est-ce que cette citation, tout changer pour finalement ne rien changer, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, quand vous avez regardé le domaine, c'est venu en écho avec votre réflexion sur le Portugal de la révolution des œillets? Oui, moi, ça m'est venu spontanément, et puis ça a été, je dois le dire, un peu confirmé par un certain nombre de lectures que j'ai faites. Alors effectivement, Le Guépard, c'est pas la référence que Tiago Guedes met en avant lorsqu'il évoque ses sources d'inspiration, mais voilà, il ne nie pas, il ne conteste pas effectivement une forme de parenté avec un film évidemment qui du point de vue esthétique est extrêmement différent par son classicisme, par son souci de la reconstitution, par voilà une mise en scène comment dire baroque et sans doute excessif, mais voilà très voilà, avec un souci du costume, justement de la musique, de la reconstitution. Mais voilà, il me semble qu'il y a une parenté, une forme d'analogie qu'on peut faire entre le personnage de Juan et le personnage incarné par Burt Lancaster dans le roman et le film Le Guépard. C'est-à-dire effectivement tout changer pour ne rien changer, c'est-à-dire savoir à quel moment le changement politique
le changement institutionnel doit être accepté pour que justement, les structures qui comptent, c'est-à-dire les structures sociales et les structures économiques et les structures foncières, puissent être sauvées. Et je crois que là, effectivement, il y a la même, on retrouve la même rationalité entre les deux personnages. Hein, c'est-à-dire que Juan a compris que le régime était moribond. Il l'a compris avant même les autorités portugaises. Il l'a compris avant sa belle famille, hein, son beau-père, sa femme, son beau-frère qui est un militaire aussi. Et c'est sans doute aussi ce qui explique qu'il se rapproche de ce personnage, de ce communiste. Hein, et on voit bien en réalité comment, à l'échelle du domaine, il a d'une certaine manière anticipé sur ce qui pouvait l'être. Hein, c'est-à-dire pour ne pas toucher aux rapports qui sont des rapports de classe, hein, pour rester le patron, eh bien, il faut savoir accepter à un moment de changer de régime, de changer d'organisation politique pour sauver l'organisation sociale. Et ça, il le comprend parfaitement. Et juste après la révolution des œillets, il y a une scène où les syndicats ruraux débarquent dans le domaine. Il débarque dans le domaine pour faire une sorte de coup de force, obliger Juan à embaucher les paysans sans terre et les paysans sans travail. Parce qu'il faut quand même se souvenir justement que la révolution des œillets, et c'est le moment d'en parler, ça a été un renversement avec vraiment pendant quelques mois, des mois des mois très chauds politiquement, avec la possibilité d'une grande nationalisation, d'une grande socialisation des biens de production, un projet marxiste-communiste qui était quand même porté par des forces qui ont trouvé évidemment une audience à ce moment-là. Et donc, vous avez les syndicats ruraux qui viennent forcer la main à Juan en lui disant, voilà, il faut embaucher plus. Et Juan garde vraiment son statut de patron. Il arrive, il se confronte au personnage du syndicaliste en disant « Non mais attendez, moi je respecte toutes vos lois, j'ai mis en place le salaire mensuel, ce qui veut dire qu'avant il n'y en avait pas, j'ai mis en place le système de sécurité sociale, tout ce que vous avez demandé, je le fais, mais je ne peux pas embaucher plus, parce que si j'embauche plus, je vais faire baisser vos salaires. » Et là, son allié objectif, ça va être justement Lionel, le mécanicien communiste qui va en réalité le soutenir et tenir tête aux syndicalistes en lui disant « Écoute, je suis avec toi, mais là, ça ne va pas être possible. » Et donc, on voit bien dans cette scène ce que ça veut dire, tout changer pour ne rien changer, c'est-à-dire accepter une forme de défaite à un moment pour que l'essentiel du domaine soit sauvé. Et c'est ce que Juan, qui est un assez bon politicien, a l'habileté de faire à ce moment-là. C'est vraiment une période très troublée pour le Portugal qu'on voit à travers ce domaine-là. On voit beaucoup d'intrigues qui s'entremêlent. Vous avez dit des intrigues privées, puis aussi des intrigues plus générale, à une autre échelle, nationale, voire internationale. Vous avez commencé à évoquer justement le rôle des beaux-frères de João. Ça serait intéressant d'y revenir parce qu'à travers eux, on voit que le Portugal, qui a été une grande puissance coloniale depuis quasiment le XVe siècle et maritime, est en train de perdre ses derniers lambeaux d'empire à cette époque-là, puisque vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure en présentation, l'Angola et le Mozambique sont en train de quitter le giron portugais à cette période-là. Oui, c'est évidemment, je pense, un des fils non seulement évidemment de l'histoire contemporaine du Portugal, mais de la série, alors qui évoque la situation coloniale de manière explicite, au moins à 2 reprises. D'abord
dans cette scène où le ministre de l'Intérieur vient solliciter Juin pour un soutien politique, et il lui dit avec l'aplomb des désespérés, non, mais nous allons gagner, c'est une question de semaine. Sauf que voilà, ça fait 12 ans, presque 13, que le régime va gagner. Or, il ne gagne pas face à une situation militaire de guérilla qui évidemment est très défavorable au Portugal. Et donc, effectivement, cette rupture coloniale, cette décolonisation, elle est extrêmement mal vécue par non seulement les élites et les autorités portugaises, mais sans doute par une grande partie de la société portugaise qui effectivement a fini par accepter cette idée que le Portugal ne saurait exister sans ses colonies, sans son empire. Or, c'est ce qui est en train de se dessiner incontestablement. Et vous l'avez dit, le Portugal est une puissance coloniale séculaire, même si en réalité il y a pas mal de constructions historiques derrière cette idée, parce que les discontinuités sont très fortes avec le XVe siècle. Mais voilà, la propagande salazariste et même les périodes qui précèdent ont évidemment beaucoup structuré l'identité nationale portugaise à cette idée d'empire. Or, très clairement, ce qui se dessine autour de l'année 1974, fortement évidemment préparé par les guerres coloniales depuis 61, c'est cette séparation. Et d'une certaine manière, ce que vit João lui-même, son destin, qui est donc de s'isoler de plus en plus, de perdre ses appuis, de perdre les quelques personnes sur lesquelles il pouvait compter, c'est cet isolement-là que le Portugal est en train de vivre. Et on le voit très bien parce que on évoquait tout à l'heure la stratégie de João qui consiste à dire tout changer pour ne rien changer. Ce qui est assez amer et assez ironique, c'est que le domaine de João va survivre à la Révolution, qui en réalité, de ce point de vue-là, est incontestablement, pour les communistes, une déception. Il ne va pas y avoir de grand soir au Portugal. Il faut bien imaginer que certains l'espéraient de tout leur cœur. Et donc, João va garder la mainmise sur son domaine. Et finalement, ce qui va ce qui va véritablement affaiblir le domaine de João, c'est pas la révolution, c'est pas les communistes, c'est pas les marxistes, c'est pas les syndicalistes, c'est l'Europe. C'est la construction européenne, c'est les banquiers, c'est l'endettement. Et le seul moment où João doit se séparer d'une partie de son domaine, un peu comme 20 ans avant, le Portugal a dû se séparer de l'Angola et du Mozambique, c'est justement au début des années 90, lorsqu'il doit rembourser ses dettes. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant de proposer cette analogie, ce parallèle de ce territoire qui est le domaine de João, ce royaume, comme dit Léonore, cette zone franche, comme dit aussi à un moment le ministre de l'Intérieur, où João règne en maître absolu, et le Portugal, qui lui aussi régnait en maître absolu sur ses colonies, dans un système colonial d'une très très grande violence, d'une très très grande brutalité, et qui au final perd un peu, on va dire, la bataille de l'histoire. Oui, effectivement, ce Portugal qui rentre dans la communauté européenne à l'époque, en 1986, ça va changer un certain nombre de choses avec une économie qui va, là aussi, en profiter quelque part, mais avec des changements, vous l'avez dit, notamment avec ce système latifondiaire. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne un tout petit peu sur ce système-là qu'on voit très bien, qui est au cœur véritablement de la série. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on comprend ce système agraire qui est pluriséculaire, là aussi, qui fonctionne comme cela depuis très longtemps, on le voit, et on le voit aussi, j'allais dire, avec une très belle étude, on l'a dit tout à l'heure en introduction, de paysage. Ça, c'est quelque chose de marquant, paysage qui est presque patrimonialisé dans cette série-là. Oui, la dimension spatiale, territoriale, fait que d'une certaine manière, le domaine en réalité est le personnage principal de la série, autant que son propriétaire. Et c'est vrai que c'est une série qui
est historique, incontestablement, mais qui, on pourrait dire, est aussi un peu géographique. C'est-à-dire, effectivement, on lit un paysage. Alors, bon, je ne suis pas assez, experte en géographie, justement, mais on peut lire ce paysage comme voilà, une construction qui est une construction anthropologique, séculaire aussi, bien entendu, et on le voit à quelques petits détails. Donc, on a une sorte de cliché, effectivement, de ce que peut être un paysage méditerranéen, même si, en réalité, la géographie portugaise est autant atlantique que méditerranéenne. Et on voit aussi à de tout petits détails près comment, justement, la modernité entre dans le paysage. Moi, ce qui m'a paru intéressant de ce point de vue-là, c'est la question de l'électrification, qui n'est pas du tout abordée frontalement dans le paysage, mais entre les années 70 et les années 90, on voit effectivement on va dire, de très vilains poteaux électriques commencer à barrer le paysage. Ça n'enlève pas fondamentalement ses qualités au paysage, mais on voit bien que quelque chose a changé, que le Portugal s'équipe. Et donc ça, c'est évidemment très corrélé à l'entrée dans l'Union européenne, qui, à l'époque, donc la communauté économique européenne, lorsque le Portugal et l'Espagne et la Grèce, à quelques années près, posent leur candidature, et que cette adhésion à la communauté européenne, elle a vraiment été, entre guillemets, vendue aux Portugais comme justement le nouvel avenir, le nouvel Eldorado, parce que justement les colonies ont périclité, les Portugais qui avaient émigré en Angola ou au Mozambique sont rentrés, on les appelle les retornados. Donc les pieds noirs, si vous voulez, du Portugal ont dû revenir en métropole. Ils étaient quand même un demi-million. C'est tout à fait considérable à l'échelle du Portugal. Et donc, les promesses économiques portées par l'Europe ont en partie porté leurs fruits. Il faut voir évidemment ça de manière plus générale, mais ont aussi généré des formes d'amertume, de frustration, avec évidemment des attentes en termes de modernisation, de gestion de la dette, de recul des services publics, enfin voilà, toutes ces questions qui ont été très douloureusement vécues au Portugal, notamment au début des années 2000, quand le Portugal a traversé, et puis surtout en 2008-2009, en réalité, une crise de la dette très, très forte. Et je pense que Tiago Guedes est porteur aussi de ça lorsqu'il évoque effectivement ce domaine qui en réalité commence à être grignoté par les intérêts de Bruxelles, par les intérêts des financiers des banques portugaises ou européennes. Et on voit donc effectivement la fin d'un système latifondiaire effectivement très très ancien, très, très hérité, des rapports sociaux qui en réalité tardent à évoluer, mais qui effectivement finissent quand même par entrer dans ce domaine qui pourtant était particulièrement bien gardé par son chef. On ne l'a pas encore évoqué, cette région de l'Alentejo, ce centre-sud du Portugal que l'on voit très très bien dans cette série-là, qui est très bien mis en valeur. Et on voit bien aussi à travers ça que ce Portugal qui est en train de se moderniser, sa modernisation, vous l'avez dit, va aussi passer par le tourisme. Et aujourd'hui, cette région-là, qui est pas très loin de Lisbonne d'ailleurs, est en train de se développer économiquement par la modernité due au tourisme. Oui, effectivement. Alors, sur l'espace de l'Alentejo, j'apporterai juste une petite nuance, parce que c'est moi, effectivement, qui l'ai localisé.
Je suis quand même allée regarder où est-ce que le film avait été tourné. En réalité, vous avez raison de le préciser, c'est près de Lisbonne. Hein, c'est pas tout à fait encore l'Alentejo. C'est c'est à proximité. Après, le Portugal n'est pas un très grand pays, donc on n'est pas sur des distances tout à fait considérables. En tout cas, c'est sur la rive sud du Tage. Donc Alentejo, ça veut dire effectivement de l'autre côté du Tage, hein, donc c'est bien dans cette zone géographique, mais c'est pas encore tout à fait l'Alentejo. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les marqueurs du paysage sont quand même ceux de ce centre-sud, hein, du Portugal, mais c'est vrai que la région est assez près de Lisbonne et en fait c'est important, y compris dans la trame, hein, de la narration de la série. On est à la fois très loin et très près. Et vous avez raison, aujourd'hui c'est important parce que dans le développement et notamment le développement touristique du Portugal et puis un Portugal qui a longtemps été un pays très très agricole, hein, marqué, hein, par cette culture agricole et agraire, et bien justement est en train de basculer dans une société de services en grande partie, qui touche, je l'ai dit à un moment, évidemment la capitale Lisbonne, Porto aussi, hein, qui a été capitale culturelle européenne, qui a vraiment connu aussi, hein, des grandes transformations urbaines, hein, des grands investissements qui ont transformé, hein, une grande partie des paysages urbains. Et puis, effectivement, des paysages ruraux qui jouent d'autres formes de tourisme, hein, tourisme agricole, plus soucieux d'environnement, de connexion avec des formes de vie rurale et voilà, de patrimoine, vous avez raison d'utiliser le terme, de patrimoine paysager, qui évidemment sont très très bien mis en valeur par le réalisateur. Et je pense qu'il y avait un vrai choix, hein, je l'ai déjà dit, justement de filmer des régions, une région moins connue évidemment que la magnifique embouchure du Tage, le site de Lisbonne, le pont du 25 avril, hein, qui s'appelait avant le pont Salazar, pour ce qui est de la capitale. En guise d'épilogue, Nadia, vous savez qu'on propose aussi des séries d'émissions dans l'Histoire en série sur enseigner avec les séries et qui sont très très demandées par les collègues. Alors vous m'avez proposé, en préparant l'émission, une transposition que l'on pourrait faire autour de cette série-là, cette mini-série, dans le cadre du programme de spécialité en première. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Nadia? Alors moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup puisque dans mes fonctions, hein, de maîtresse de conférence à Reims, hein, j'aime beaucoup intervenir, hein, dans la formation des futurs collègues et des collègues de l'enseignement secondaire. Et donc, lorsque les nouveaux programmes de spécialité ont été mis en place, hein, donc pour la première, ça doit faire 2 ans, j'ai été sollicitée pour justement apporter des éclairages scientifiques, académiques, historiographiques, donc dans ce fameux jalon, hein, des transitions démocratiques, hein, qui comparent le Portugal de Salazar et l'Espagne de Franco. Et quand j'avais préparé il y a 2 ans cette petite mise au point, bon, je m'étais beaucoup appuyée, en tout cas j'avais proposé aux collègues et aux futurs collègues sur Capitaine d'Avril, hein, le film de Maria de Medeiros. Et c'est vrai que du coup, j'ai posé ce regard, enfin, comment dire, cette grille de lecture, hein, didactique sur la série. Et il y a une scène qui m'a paru tout à fait pouvant répondre, on va dire, aux attentes, hein, du programme de spécialité. C'est une scène donc, qui se déroule, on va dire, dans la première moitié de la série, lorsque João et Léonore rentrent d'une fête épouvantablement triste, vraiment une fête de fin de règne, qui est donc celle du mariage de la sœur de Léonore. Ils rentrent de cette fête et on les voit de dos dans leur voiture décapotable, une très jolie voiture qui marque évidemment
leur appartenance sociale, ils sont de dos, ils avancent, ils ne se parlent pas, puisque c'est un couple qui est déjà totalement à la dérive. Ils mettent la radio, et à ce moment-là, ils entendent une chanson. Cette chanson, elle s'appelle Grândola Vila Morena, et c'est une chanson d'un chanteur, d'un compositeur interprète qui s'appelait Zeca Afonso. Et je crois qu'elle a été enregistrée en 1971, donc au début des années 70, et elle a été immédiatement censurée par le régime de Salazar. Et en réalité, cette chanson, elle faisait partie du complot, du coup d'État organisé par les capitaines d'Avril. Elle a donné le coup d'envoi du coup d'État, puisque un des premiers lieux à avoir été contrôlé et pris d'assaut par la conspiration des capitaine d'Avril, ça a été la station de radio. La radio nationale, on sait évidemment l'importance des médias pour ce type de prise de pouvoir, les lieux à la fois de communication et les lieux de transport, les gares et les aéroports ont aussi dû être contrôlés très tôt. Et donc, le coup d'envoi, c'était justement cette chanson qui est passée à la radio aux alentours de minuit, le jour de la Révolution. Et on voit bien, donc on entend cette chanson, qui évidemment, dans cette bande-son très, très rare dont j'ai parlé tout à l'heure, prend évidemment un relief tout à fait considérable. Et on voit Léonore et João se regarder, totalement interloqués par cette chanson qui, normalement, est une chanson interdite. Et donc, on l'entend, cette très belle chanson, effectivement, qui rend hommage, à Grândola, qui est donc une ville, un village, une communauté agricole de l'Alentejo, du sud du Portugal, et qui dit que c'est le peuple qui commande. Et donc ça, évidemment, ce sont des paroles qui sont tout à fait inaudibles pour le régime de Salazar. Et donc, ils écoutent cette chanson interloquée. Et puis, c'est la nuit, à ce moment-là, ils sont sur les routes qui les ramènent chez eux. Et ils doivent s'arrêter pour laisser passer toute une série de voitures de l'armée. Et donc, en réalité, sous leurs yeux ébahis, le coup d'État est en train de converger vers Lisbonne. Ils en sont les témoins, évidemment, ils ont très peur, notamment Léonore. Et en même temps, on voit bien, puisqu'il ne se passe rien en réalité, ils s'arrêtent, ils laissent passer une petite dizaine de camions de militaires, et on voit bien que c'est une révolution pacifique qui va se mettre en place, puisqu'effectivement la révolution des œillets va faire de mémoire 2 morts, ça va être une révolution effectivement qui montre que la fin du régime était évidemment très, très proche. Et donc voilà, sur le plan didactique, je me suis tout de suite dit que cette petite scène assez brève pouvait permettre en fait de dire beaucoup de choses, notamment sur ce que c'est qu'un coup d'État, comment ça se prépare, comment ça s'organise, et que ça pouvait tout à fait être étudié en miroir, en analogie, avec une scène du film de Maria de Medeiros, de Capitaine d'Avril. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps, mais de mémoire, on voit la prise de la station de radio. C'est une des premières scènes, là aussi, qui montre effectivement le moment où un des personnages principaux du film arrive dans les studios de la radio et dit: maintenant vous passez ce disque, vous passez cette chanson. Et voilà. Comme je sais que ces questions de transposition didactique font l'objet de votre attention dans l'émission, c'est vrai que j'ai spontanément pensé à cette proposition.
Merci beaucoup pour cette émission très intéressante sur le Portugal à travers cette mini-série Le Domaine qui a été l'épisode 80 de notre podcast. Alors vous avez donné quelques indications bibliographiques et aussi, vous l'avez dit, cinématographiques à travers ce film qu'on peut conseiller de voir sur la période, qui est très très intéressant à regarder pour comprendre. Et puis on peut retrouver le résumé de votre intervention sur notre site internet histoireensérie.com dans lequel il y a aussi votre présentation ainsi que le résumé de l'émission, résumé que l'on retrouve aussi sur le site internet de notre partenaire nonfiction.fr sur laquelle vous pouvez aller cliquer et avoir les liens pour écouter l'émission. Nadia, merci beaucoup et puis à bientôt j'espère. Merci à vous, merci pour l'invitation, à très bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @HistoireEnSérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to